Alors bienvenue dans le tout premier épisode de Bruit de cave. Pour lancer votre nouveau podcast, on avait envie de vous parler de l'histoire du vin en général. On a pas mal sollicité nos abonnés par email, sur nos réseaux sociaux, on avait envie de savoir de quoi vous vouliez qu'on parle dans ce premier épisode. Et c'est vrai que l'histoire du vin est pas mal revenue. Donc on s'est dit que voilà, on allait vous raconter l'histoire du vin depuis des siècles et des siècles. Donc le vin, d'où est-ce que ça vient ? Depuis quand est-ce qu'on en produit ? Et comment a-t-il évolué au cours de son histoire ? Oh, t'as raison Marie, autant commencer par le commencement. On va dérouler l'histoire du vin comme ça. Alors, les origines du vin. On a retrouvé les premières traces en Géorgie, en Iran, dans cette zone-là, à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment très 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 ancien. Et on s'est aperçu, on a retrouvé tout un tas de vestiges qui montrent que la technique de vinification était faite dans des cuves en terre cuite, des cuves enterrées en terre cuite. Puis ensuite, petit à petit, la culture de la vigne et de la vinification s'étend sur tout le pourtour méditerranéen, en Égypte, en Mésopotamie, dans la Grèce antique, et ça avait déjà à l'époque une signification culturelle et religieuse. C'est quelque chose qui revient un petit peu dans tous ces pays. Et ensuite, la culture de la vigne va vraiment s'étendre avec les Romains. C'est là où on se rapproche un peu plus de nous, et c'est grâce à eux qu'on a un petit peu les vins d'aujourd'hui. Alors il y a eu un énorme boost de développement de la viticulture, on commence à avoir un peu une notion de cépage, du commerce évidemment, on a retrouvé un petit peu tous ces bateaux qui avaient coulé et dans lesquels on a retrouvé tout un tas d'amphores et il y avait du commerce d'huile, bien sûr d'huile d'olive, mais aussi de vin. Et on commence à voir aussi toute une réflexion autour des différentes typologies de vin, notamment la notion de qualité, même de grands volumes qu'on vendait moins cher par rapport à d'autres plus complexes à vendre plus cher. À l'époque, on a aussi, grâce à ces vestiges, retrouvé différentes formes d'amphores, ce qui permettait de tracer l'origine du vin, avec même des indications telles que l'année de production. Donc, la notion de millésime, elle date un peu finalement. Donc là, on a l'impression quand même, dans ce que tu racontes, qu'ils avaient un mode de production presque un peu similaire au nôtre, mais est-ce que le vin, le produit final, ressemblait à ce qu'on consomme aujourd'hui ? Alors, c'est là où, selon les historiens et les archéologues, qu'à l'époque, on consommait entre 0,7 et 1 litre de vin par jour. Mais c'était quasiment toujours dilué, à peu près 1 pour 2. Ça ressemble un peu à la consommation qu'on avait d'ailleurs dans les années 70 en France, j'imagine, peut-être même dans le reste de l'Europe, où on diluait le vin avec de l'eau. Mais voilà, surtout, ce qui est intéressant et qu'on a découvert, c'est qu'on ajoutait des épices, on ajoutait du miel, parfois même de l'eau salée, peut-être pour la conservation d'ailleurs, selon les récits des auteurs de l'époque. Il faut se reporter à Columel qui a bien expliqué comment faire du vin et comment c'était fait. D'ailleurs, petite anecdote, je me souviens il y a quelques années être allée au domaine des Tourelles dans le Gard, en Costière de Nîmes, et là ils ont reconstitué toute une villa romaine et ils se sont amusés à refaire du vin comme à l'époque des Romains. Très intéressant. Et du coup, on peut même le goûter, ce vin. Ils ont retrouvé tout un tas d'écrits qui permettent de revenir un petit peu à ce goût qui, évidemment, n'existe plus du tout aujourd'hui. Et on sait aussi que les vins étaient âgés. Finalement, ils étaient plutôt vieux et plutôt forts en goût. Par contre, on n'avait pas les techniques qu'on a aujourd'hui de conservation des vins avec du soufre. Donc, c'est pour ça que, forcément, ils avaient un goût un petit peu différent. Donc ça, c'est les Romains qui ont contribué à vraiment développer la vigne en Europe, en l'amenant en France, même dans ce qui est maintenant l'Allemagne, etc. Et que se passe-t-il après, si on arrive au Moyen-Âge, par exemple ? Alors, si on fait un saut jusqu'au Moyen-Âge, c'est l'Église qui va donner un boost monumental à la culture du vin.
Au Moyen-Âge, il y a différents courants qui se développent, notamment les bénédictins. Je pense à Cluny, par exemple, les cisterciens qui sont développés jusqu'à ce qui est la Belgique aujourd'hui. C'était vraiment immense. C'est pas anodin qu'on retrouve du vin en Belgique aujourd'hui. Petit retour en arrière là-bas, grâce au réchauffement climatique. Fermez la parenthèse. Mais effectivement, il y avait cette culture de la production de vin, du travail de la vigne, très important chez les bénédictins. Et bien sûr, on avait besoin de vin de messe. Donc ça a donné un énorme boost. Ceci dit, les vins à l'époque étaient très clairs, très pâles. Finalement, c'était un peu les premiers, ce qu'on a appelé les clarets à l'époque. Alors, petite anecdote aussi, j'adore les petites anecdotes, mais toujours au Moyen-Âge, en 1395, Philippe le Hardi, qui était duc de Bourgogne à l'époque, donc duc de Bourgogne, ça veut dire qu'il rayonnait sur un très 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 une très grande surface. Mais en Bourgogne, il avait interdit de cultiver d'autres cépages autres que le pinot noir. Il avait déclaré que le gamay était déloyal. Ce qui fait qu'il a finalement lancé, sans le savoir, la spécialisation de la région pendant des siècles et jusqu'à aujourd'hui, du pinot noir en Bourgogne. Si le gamay fait un retour en force, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite, on avance un peu dans le temps et c'est un peu l'époque des premières migrations, de la découverte de l'Amérique, et notamment l'Amérique du Sud, où on découvre qu'on a envie de vins beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants. C'est l'époque aussi où il y a des échanges, on part dans un sens avec du vin par exemple, ou des alcools, et on revient avec des épices, des choses nouvelles. Ce qui fait que les goûts des gens changent progressivement et les gens ont envie de vins plus forts et plus puissants. Ils appelaient ça du vin noir. Et en parallèle, on avance dans la technologie, on va dire, et on développe un peu la verrerie aussi. La mise en bouteille, la dégustation de vin dans du verre, au lieu de le déguster dans des gobelets en métal. Et tout ça, ça donne envie de choses un peu plus raffinées et de s'améliorer dans à la fois la production, mais aussi la dégustation, finalement. C'est aussi à cette époque, on en reparlera évidemment, je ne vais pas trop le développer maintenant, mais c'est un peu aussi l'époque de la découverte du champagne et de la refermentation en bouteille. Ça c'est une petite parenthèse, mais hyper intéressante aussi, qu'on n'aurait pas pu faire sans le développement de la verrerie notamment. Et puis, je parlais de migration, mais c'est aussi un petit peu à cette époque que les colons, alors, non seulement les migrations obligatoires à cause des famines et tout ça, mais il y a aussi la colonisation, notamment les Hollandais, qui étaient de grands commerciaux, c'était des ingénieurs, ils ont énormément fait de travail technique dans les vignes, à plein d'endroits, mais notamment dans le Bordelais. C'est eux qui ont inventé tous ces canaux d'irrigation pour assécher un peu les marais du Médoc. On aura sûrement l'occasion d'y revenir aussi. Mais ils sont aussi partis en Afrique du Sud et ils ont introduit la vigne là-bas. Donc les Espagnols, les Italiens sont partis en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine, et les Hollandais, et les Français aussi, avec les histoires de Huguenot et de la révocation de l'édit de Nantes, sont partis en Afrique du Sud, ont installé là-bas la vigne, notamment le chenin, qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Donc là, dans ce que j'entends, en fait, on a l'impression que tout se passe plutôt bien pour la vigne. Elle se développe un peu partout dans le monde, elle est au cœur de nombreuses routes commerciales, et le vin, il est maintenant un peu sur toutes les tables, à différents niveaux de la société, différents niveaux de qualité. Est-ce que ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui ? Ah, ça serait trop beau que ce soit aussi merveilleux que ça, et que tout avance. Alors globalement, jusqu'à la fin du 19e siècle, tout va bien. Notamment à Bordeaux, les châteaux s'installent. Je disais tout à l'heure les Hollandais, mais il y avait aussi des Écossais, des Anglais. Faut pas oublier que Bordeaux était anglais pendant longtemps. Donc tout ça
ça s'est bien installé, il y a eu beaucoup d'échanges avec l'Angleterre, le commerce, etc. Et on arrive en 1855 avec le classement des crus du Bordelais, des crus du Médoc et de Sauternes. Tout va bien à ce moment-là, sauf que arrive le vilain phylloxéra. Petite bestiole affreuse qui, petit à petit, arrive en France et décime le vignoble français, mais également européen. Et là, patatras, tout s'arrête, une crise terrible, et on commence à chercher comment éradiquer cette affreuse bestiole. Rendez-vous en partie 2 dans le prochain épisode pour la suite de l'histoire du vin.